Et on va parler économie 100% dans cette émission, bien évidemment, avec la rupture annoncée et démentie de stock de carburant au niveau de la pompe. Les briefings hier, les ministres des hydrocarbures qui étaient aux côtés de ses collègues, porte-parole du gouvernement Mouyaya et des finances, ont voulu calmer un peu la situation. Pas de rupture, la situation va se normaliser. Simplement, il faut changer les habitudes, a dit Didier Boudimbo. Déjà, ce matin, la situation semble être normalisée au niveau de la pompe, mais c'est toujours difficile. L'or noir s'est fait de plus en plus rare. La situation n'est pas qu'au niveau de la pompe. Il y a aussi la hausse des prix des denrées sur les marchés. Les ministres de l'économie qui venaient il y a une semaine, jour pour jour, d'être évincés par l'Assemblée nationale. Après la détention 2 mois d'une manière un peu irrégulière, l'air est au retour à la normalité. Pour la première fois, l'ancien patron du Conseil national de sécurité, François Beya, a été auditionné hier au niveau de la prison centrale de Makala par un auditeur militaire. Question de formaliser un peu la procédure pour respecter les droits humains. En tout cas, pas de spéculation, pas de commentaires, sous réserve de tout ce qu'on reproche à ce désormais ancien patron du Conseil national de sécurité. Lui, c'est le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Chéribin Okende. Lui aussi était devant la représentation nationale. Hier, il s'expliquait sur la question d'actualité relative à la situation de notre compagnie nationale d'aviation, l'entreprise Congo Airways, qui connaît des moments de turbulence. Congo Airways, chute libre, ou encore Congo Airways en concurrence déloyale avec d'autres entreprises privées et une autre qui s'annonce pour la République démocratique du Congo. Merci à vous, madame, messieurs. Bienvenue. D'abord, les invités. Je commence par José Adolphe Voto. Il est des CKTV, Canal Crime Télévision. Bonjour. Bonjour, Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci, c'est un réel plaisir de retrouver les téléspectateurs de CCTV. Je suis très content également. Allez, en face de José Adolphe Voto, nous aurons Faustin Koudiassela. Il est de Econews, c'est un journal très spécialisé dans des questions économiques. Faustin, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Serge. Allez. Toujours un plaisir de te retrouver, et les amis qui nous suivent. Pas de mouilléreux aujourd'hui. Bon, je l'ai juste à côté. Merci beaucoup, bienvenue à vous. J'ai aimé les derniers débats dans notre forum, là. Il était très enrichissant. C'était par rapport à quoi? Parce qu'il y a tellement trop de sujets qu'on débat. Ah ben, vous savez, quand on parle d'économie, vous avez d'ailleurs annoncé la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport au problème des produits pétroliers. Bon, évidemment, c'est ce que je vous disais quand on était dans le briefing là par rapport à l'émission là. C'est-à-dire chez nous, on n'a pas l'habitude de lire, on n'a pas l'habitude de suivre les événements. C'est comme si on est fait pour subir qu'anticiper. Évidemment, quand je suis hier avec le briefing, tout ce que le ministre des hydrocarbures, le ministre des Finances et le porte-parole ont dit, on a réellement l'impression que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ah oui. Le gouvernement était bien au courant, parce que c'est que les pétroliers réclament comme manque à gagner. C'est le manque à gagner du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022. C'est pour dire que déjà depuis le mois de janvier, le gouvernement était au courant qu'il y avait un problème, qu'on allait droit vers un feu rouge. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris le temps d'anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a ce qui s'est passé en Ukraine. Mais il ne faut pas qu'on se rabatte sur l'Ukraine pour justifier notre passivité par rapport à quelque chose qui était prévisible. Et pourtant, on avait vu ça venir. Hein? Justement, parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez par rapport à ce que le ministre des Hydrocarbures a dit, le ministre des Hydrocarbures, c'est vrai qu'il a raison. Que nous, voilà, on a encore 3 mois de sursis. 3 mois de sursis, c'est par rapport à quoi? Parce que généralement, sur le marché des matières premières, on n'achète pas au comptant. Ça nous achète généralement, ce sont des marchés à échéance. C'est-à-dire, vous achetez aujourd'hui, peut-être vous serez livré dans 3 mois. Et quand il dit que nous, voilà, on peut encore tenir pendant 3 mois, c'est parce que c'est par rapport aux commandes passées dont on attend la livraison. Mais aujourd'hui, se pose un problème. Si les pétroliers doivent lancer de nouvelles commandes, ils vont le faire au prix du marché. Or, le prix du marché, le pétrole aujourd'hui au-delà de $100 le baril, c'est autour de 120. C'est pourquoi les pétroliers ont fait pression de façon à ce que le gouvernement leur garantisse le paiement de ces manques à gagner pour qu'ils se réapprovisionnent. Or, si on avait fait ça avant, supposons qu'ils étaient payés peut-être au mois de janvier, ils allaient acheter au prix à l'époque qui était autour de $60 le baril.
Donc c'est comme si quelque part, on n'est pas... C'est pourquoi je dis toujours, évidemment, ceux qui ont fait les sciences économiques se rappellent bien de ces dictons. Les faits économiques sont généralement têtus. Et il ne faut pas les dénaturer parce qu'ils finiront par vous ramener à la raison. Ça va vous rattraper. Voilà. Merci beaucoup à Faustin Koudiassiala. D'ailleurs, je vais rappeler que ça sera le thème principal de cette émission. Nous sommes jeudi, on parle un peu économie. Allez, d'abord le premier thème de l'émission. José Adolphe Voto, vous ouvrez les balles. Hein. 2 mois de détention au niveau de l'Agence nationale de renseignement. L'affaire François Béat, officiellement, pour la première fois, tout ce que l'on sait, c'est qu'il a été entendu hier par les parquets militaires. Question. Maintenant, fini l'irrégularité, il faut normaliser la procédure, il faut normaliser la détention. Hein. Il faut normaliser, mais les irrégularités qui ont été dénoncées par les uns et les autres persistent. Par exemple, je lis dans les médias que les collaborateurs de François Béat qui ont été arrêtés dans ce dossier-là, eux, ils sont en dolo. Oui. Et François Béat est à Makala. C'est la prison militaire. Voilà. Donc l'affaire, c'est pour cette raison-là qu'on a présenté devant la juridiction militaire. Et comme le porte-parole de la présidence l'a dit, qu'il y avait des soupçons sérieux quant à la sécurité de l'État, dans l'atteinte à la sécurité de l'État. Je suppose que c'est une affaire qui est liée à la sécurité, donc qui peut être connue devant les juridictions militaires. Mais pourquoi on envoie François Béat à Makala? Est-ce que c'est pour des conditions peut-être de l'environnement ou comment? Mais ça dérange. Nous espérons que ce procès-là sera ouvert, que ça sera transparent pour la crédibilité de notre justice, qui est déjà beaucoup critiquée, mais aussi pour que François Béat puisse connaître son sort, parce que jusque-là, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est l'ANER qui l'envoie à la prison, ou bien c'est les parquets militaires qui l'envoient en prison? Ou bien c'est les parquets militaires qui viennent à la rescousse après avoir constaté que le monsieur a été déjà envoyé en prison. Oui, mais si l'affaire, c'est une affaire avec accointance militaire, quand on parle de coup d'État, coup d'État, ce n'est pas une opération des civils. Donc, sous-attendu qu'il y a des militaires, même si lui, il est civil, donc il est justiciable devant les juridictions militaires. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Ceux qui sont concernés par les juridictions militaires, et ils l'ont fait parce que les collaborateurs de François Béat sont en dolo. Oui. Donc François Béat devrait être en dolo également comme les autres. Très bien. Alors, Faustin Koudiassiala, sous réserve, hein, je rappelle, de tout ce qu'on reproche au désormais ancien patron du Conseil national de sécurité, officiellement, c'est hier qu'il a été entendu en présence de ses avocats. Je ne pose pas la première question, comme je posais tout à l'heure à José Adolphe Voto, régularisation de la procédure. Mais est-ce que vous avez assez d'informations sur son audition d'hier, ça c'est de 1, et de 2, est-ce que vous avez encore d'autres éléments d'information? Comment il a pu quitter les locaux de l'ANR jusqu'au niveau de la prison centrale de Makala? Parce que ses avocats ont dit qu'ils n'étaient pas informés et que ni devant un parquet militaire, moins encore devant un parquet civil. Serge, évidemment, vous posez très bien votre question et vous utilisez même les termes appropriés, c'est-à-dire on est dans une phase de régularisation. Et je crois, mon frère Voto l'a bien mentionné, moi je comprends que depuis toujours, dès le début de cette affaire-là, la procédure a été déjà viciée. C'est-à-dire, on l'a interpellé d'abord dans les conditions que nous connaissons tous, et puis il a été incarcéré, ou à l'ANER. Pourtant, on nous avait promis, déjà le président de la République nous avait promis que non, désormais, il n'y aura plus de cachot au niveau des services de renseignement. Oui. Mais avec le camp François Béat, on constate que ces cachots-là existent. Et que tu peux être interpellé par l'ANER et être coffré au niveau de l'ANER, sans être déféré devant ton juge naturel. Et après son incarcération, dans le geôle de l'ANER, on constate que finalement, on l'a déféré devant la justice militaire d'abord. D'abord qu'on les défère devant la justice militaire. On peut se poser la question, c'est par rapport à quoi? Mais évidemment, comme tu me poses la question, c'est pour savoir quels sont les éléments nouveaux. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Les seuls éléments qu'on a sur le dossier François Béat, c'est que c'est par rapport au communiqué de la présidence. On sait que, par rapport aux enquêtes qui ont été menées au niveau de l'Agence nationale des renseignements, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait suffisamment d'indices. Et les termes, ils ont même utilisé les indices sérieux d'une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Mais il faut comprendre que Serge, François Béat n'est pas un citoyen ordinaire. Il était conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Un haut fonctionnaire. C'est-à-dire, cela veut dire que non, la sécurité du président de la République comme institution et de la République démocratique du Congo était gérée entre autres par ce monsieur-là. Alors qu'on interpelle ce monsieur qui avait autant de responsabilités,
Ça ne peut pas se faire comme on peut t'interpeller, toi et moi. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est l'INPC va crier, on a interpellé Serge, on a interpellé Fossé, parce qu'on est des citoyens ordinaires. Parce qu'évidemment, il y a des dossiers, par rapport à ce qui se passe avec le cas François Béat. Comment on a été informé que François Béat a été interpellé? C'est sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a eu trop de rumeurs et que les gens commençaient à spéculer à gauche et à droite que la présidence de la République s'est rendue à l'évidence qu'il fallait bien faire un communiqué. Oui. Mais ce communiqué, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Rien du tout. Parce que 2 mois après, si réellement il y avait des indices, soi-disant suffisamment sérieux, d'une tentative de déstabilisation des institutions, mais François Béat ne peut pas le faire seul. À moins qu'il ait peut-être les qualités de Rambo, qui est allé conquérir tout un camp militaire seul. Jean-Claude Van Damme qui est venu. Ou Jean-Claude Van Damme peut-être qui, avec son film de chasse à l'homme, s'est battu seul contre toute une armada. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, en fait, François Béat plutôt, je m'excuse, il avait des qualités tellement exceptionnelles qu'à lui seul, il était prêt à déstabiliser toutes les institutions. Parce que qui ont été interpellés par rapport au cas François Béat? C'est juste son chef protocole, il y a son garde-corps, et j'apprends, il y a encore son chauffeur. Oui. Donc c'est avec ces 3 personnes qu'il devait mettre en branle la sécurité nationale. Donc c'est pourquoi je dis, vous savez, quand vous gérez l'État, l'État ne se gère pas par des humeurs. L'État ne se gère pas par des humeurs parce qu'il y a des normes. La gestion de l'État est généralement normative. Et quand la gestion de l'État est plus sur la place publique que au niveau des canaux officiels, on finit toujours par ce genre de débat. Alors, je vais vous poser une dernière question parce qu'on va aller dans la partie économique de notre émission. La même question à Faustin et Joseph Dolphy-Photo. Vous voyez un procès public que François Béat va pouvoir s'exprimer. Il va dire, bah, écoutez, je vais parler et je vais dire la vérité, rien que la vérité. Ça ne risque pas d'embraser les pays ou ça ne risque pas... Non, procès public, en tout cas procès public, moi je ne pense pas. Procès public parce qu'on est dans une matière qui est extrêmement sensible, c'est la matière sécuritaire. C'est pas pour rien qu'ils ont pris 2 mois pour réunir tous les éléments. C'est parce que comme je l'ai dit tantôt, la procédure, quand je dis la procédure a été viciée, c'est-à-dire, c'est comme si on l'a d'abord interpellé et puis on cherche les greffes. Alors qu'en principe, pour qu'on interpelle quelqu'un, on doit réunir suffisamment de preuves pour l'interpeller. Or, pour le cas François Mbemba, on a inversé la charge. En fait, on a mis la François Béat, pardon. Je ne sais pas comment je me rabats toujours sur... Est-ce que vous pensez qu'il aura droit, si procès il y en aura un jour, il y aura droit à une justice équitable? En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Dès lors que le début déjà a été vicié. Évidemment, c'est ça la grande inquiétude, parce qu'on sait comment notre justice fonctionne, évidemment. On dit qu'elle est indépendante, mais on sait qu'elle est souvent inféodée à la politique. Tout ce qu'on espère, c'est qu'au moins qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé autour de François Béat. Très bien. Alors, admettons que ce soit une guerre des clans comme les uns et les autres l'ont soutenu au début de cette interpellation, je crois, un certain 5 janvier. 5 janvier. Joseph Dolphy-Photo, si aujourd'hui l'ancien flic dit, écoutez, je vais parler, ça risque même d'embraser tous les pays. Est-ce que le vrai problème, c'est les coups d'État? Il a été en contact avec qui? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème des carrés miniers? Est-ce que c'est un problème d'intérêt? C'est un problème d'influence des camps? Je crains fort que ça soit qu'il demande un procès public comme Vital Kamerhe l'avait dit et l'avait sollicité, parce que semble-t-il, il n'a pas voulu collaborer avec les agents de l'ANER. Non, je ne pense pas que François Béat puisse aller jusqu'à demander un procès public. D'abord, ce n'est pas un politique, c'est un fonctionnaire, puis c'est un flic. Mais s'il est convaincu dans son fort intérieur que c'est un coup monté contre lui, pour son honneur, il veut qu'il soit, que tout le monde soit informé de ces coups contre lui, entre guillemets. Je crois que, même de par sa formation en tant qu'agent de sécurité, il ne peut pas aller jusque-là. Parce que François Béat connaît beaucoup de choses dans ces pays. Il a travaillé depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque de Kabila, père et fils, jusqu'à aujourd'hui. Il connaît beaucoup de choses. Et le pouvoir a toujours le dessous des cartes. Donc, il n'a pas intérêt. Vous vous rappelez même le procès de Kamerhe qui était public. Même Kamerhe qui a demandé procès public. Mais il s'est réservé. Il n'a pas tout dit. À un moment, il s'est réservé. En plus forte raison, François Béat, je ne pense pas. Je crois que s'il y avait réellement des indices sérieux par rapport à ce qui s'est passé, il aurait été jugé par flagrance. Il aurait déjà été jugé par flagrance. Mais si on a perdu 2 mois aujourd'hui, je crois que l'ANER est en difficulté et aujourd'hui, on va laisser ça peut-être
pouvoir enfreindre à sa liberté, enfreindre à son image. Aujourd'hui, je crois que la plus grande question, c'est l'image de l'ANER et l'image de notre justice. Et je crois qu'ils vont aller vers ça. Parce que c'est une affaire qui est très compliquée. Maintenant, l'opinion a été alertée, l'opinion attend. Donc, je crois qu'ils vont aller dans le sens à vouloir sauver la face, sauver l'image de l'ANER, sauver la justice, mais aussi faire justice à François Béa, quelque part. Je crois. Et ça, je voulais juste ajouter une chose. Je crois qu'il faut, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut jamais oublier que François Mamba, François Béa. Je sais pas pourquoi François Mamba me revient toujours. Je salue le vieux en passant. C'est que je pense à lui certainement. Il y a un rendez-vous qui est dans les pipes. Il est à la veille. La structure là s'appelle comment? Il est dans une structure stratégique et c'est compliqué. Veille, hein? Sauf qu'il est quelque part à la présidence. Pour rappeler les promesses du chef de l'État. Voilà. Oui. Il est quelque part à la présidence de la République. Oui. Donc je disais, il faut pas oublier que François Mamba, c'est un super flic. François Béa, c'est un super flic. Il n'est pas flic, c'est un super flic. Et son statut est tel que il est exercé comme conseiller spécial en matière de sécurité. Et dans ces milieux-là, ils sont tenus par la loi de l'omerta, la loi du silence. C'est pourquoi quand vous posez la question de savoir est-ce qu'il serait prêt à réclamer un procès public, moi je dis non, je ne pense pas. Et puis il faut rappeler que... Donc il va accepter de mourir comme Hitler. En fait, dans ces milieux-là, si on doit mourir, on meurt avec ses secrets. C'est ça le principe. En tout cas pour ceux qui sont dans les renseignements, ils savent que le principe c'est celui-là. Même si on te tend un revolver sur la tempe comme ça, et qu'on te demande de délivrer certaines informations sensibles, si tu estimes que ces informations-là peuvent sauver des milliers, autant mourir seul. Mais Kalev a fouillé quand même, il a vu qu'il ne pouvait pas, il a fouillé. Pourquoi? Il a fouillé, mais c'était aussi une façon de dissimuler ces informations, de peur d'être arrêté. C'est pourquoi je dis les termes que vous avez employés, régularisés, c'est-à-dire on est dans une situation de rattrapage. On sait qu'il y a des erreurs qui ont été commises, et même François Béa tout au début, l'avait rappelé, quand il était interpellé à l'ANER. Comme flic, il a dit, bon évidemment, vous pouvez bien m'interpeller, mais sauf que vous avez péché sur les méthodes. Parce qu'on l'a interpellé sans avoir suffisamment de greffes contre lui. C'est au moment de son interpellation, de son incarcération, qu'on cherchait maintenant à mener des enquêtes à gauche, à droite. Et ces enquêtes, qu'est-ce qu'ils ont révélé? C'est juste des menus frétins qu'on a interpellés. Allez, merci beaucoup à Faustin Koudiassiela et à José Adolphe Voto. On va davantage essayer d'entrer en contact avec ces avocats. Il semble que François Béa aurait été entendu également dans cette affaire de l'assassinat de Mouzé. Je n'en sais rien. Ça, c'est ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Je vais quand même poser la question à ces avocats pour en avoir les cœurs nets. Lui, il était aussi entendu hier, mais pas à la prison, mais plutôt au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements. C'est l'affaire des entreprises publiques. Et en ligne de mire, la question de Congo Airways. Aujourd'hui, le trafic est perturbé. Congo Airways n'a qu'un seul aéronef. Moi, je crois par rapport au ministre des Transports, Chérubin Okende, que j'aime bien, parce que je trouve que c'est un politique très engagé, il croit à ses idées. Mais j'ai l'impression que nommé ministre, il n'essaie jamais de partir de sa casquette de mandataire public. Je rappelle que Chérubin Okende a été administrateur, directeur technique oui, de la défaillante LAC, lignes oui, aériennes congolaises, pour que par après il puisse être propulsé comme ADG intérim d'une entreprise qui n'existait même pas. C'est un grand syndicaliste alors? Voilà. Évidemment, ça c'est son passé avant de s'engager dans la politique. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire, c'est comme si quelque part, nommé au ministère des Transports, Chérubin Okende nous donne l'impression qu'il est venu plus pour régler des comptes à ses vieux ennemis. Et vous voyez d'abord, avant d'arriver à Congo Airways, vous voyez en fait ce qui se passe à l'OGEFREM. Depuis sa nomination au ministre des Transports, il a déjà nommé 2 comités intérimaires. Oui. Le premier comité intérimaire, c'était quand il a fait débarquer Saïba pour mettre Manzila. Il s'est brouillé avec Manzila, tout ça, quelqu'un qui l'a nommé à titre intérimaire. Et puis, pas plus tard qu'hier, il vient de nommer un autre intérimaire, Lems Kamwanya. Voilà. Oui. Donc déjà, rien que pendant les règnes de Chérubin, à l'OGEFREM, on a déjà 2 comités intérimaires. Et ça pose problème. Et si on va plus loin au niveau de Congo Airways. Congo Airways aujourd'hui, parce que dans ces pays, les gens sont souvent allergiques à l'histoire. L'histoire, elle est laquelle? Pourtant, l'histoire, c'est celle qui nous éclaire et qui nous guide pour bien baliser l'avenir. Rappelons que quand Congo Airways a été créé en 2014 ou 2014, 2015 ou 2014, en tout cas 2014 si je ne me trompe pas, Congo Airways avait 4 avions. Oui. 2 Airbus et des bombardiers. Oui. Et c'était une compagnie qui était
qui était voué à un très bel avenir. Parce que les gens ne comprennent pas comment Congo Airways a été créé. Congo Airways, les grands actionnaires de Congo Airways, ce sont les entreprises du portefeuille. Ah oui, il y a la CNSS, oui. Il y a le FPI. En fait, on a fait un montage financier de façon à ce que ces entreprises-là contribuent au capital social et qui siègent en même temps au conseil d'administration. Oui. Malheureusement, quand le régime bascule, ces entreprises qui devaient en principe avoir le droit de siéger au conseil d'administration ont été débarquées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Congo Airways, on est en train de se démarquer de cette notion de la continuité de l'État. En fait, le problème, c'est qu'on voudrait simplement... C'est comme si on est dans une stratégie de revanche. C'est-à-dire parce que Congo Airways n'a pas été créé par nous, alors il faut qu'on la laisse mourir. Pour qu'on crée quelque chose dont on sera les vrais génitaires. C'est ça le problème. C'est l'image que ça donne malheureusement. Pas l'image que ça donne, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, comment expliquer que dans un pays, vous avez une compagnie détenue entièrement par l'État congolais. Même si... le capital a été souscrit par des entreprises du portefeuille, mais ces entreprises sont en majorité détenues par l'État congolais. Donc c'est comme si c'est l'État congolais qui est propriétaire de Congo Airways. Mais vous dites non, au lieu de relancer l'entreprise Congo Airways, nous on va créer une autre, Air Congo. Air Congo. Maintenant on se dit, bon, pour qu'on crée Air Congo, il faut qu'on ait un argument. C'est-à-dire pour que la justification de Air Congo ait un sens, il faut que l'autre tombe d'abord en faillite. Sinon, on se dira, mais pourquoi vous n'avez pas relancé l'autre là, alors qu'il est encore en forme? Non, mais c'est quand même cynique de dépenser un... Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis convaincu, Serge, c'est-à-dire, il y a une stratégie machiavélique de condamnation à mort de Congo Airways qui est mise en place. Mise en place simplement parce qu'on voudrait dire, non, voilà, parce que ça n'a pas été créé avec nous et que le montage financier n'a pas été correct, c'est que les gens qui l'ont créé avaient déjà préparé... En des parts d'intérêt ou des parts des rétrocommissions, des parts et d'autres, nous aussi nous pouvons faire comme nous. Non, pas forcément ça. On s'est dit, bon, en fait, on est dans une sorte de stratégie de victimisation. On s'est dit, bon, Congo Airways a été créé sous Kabila, avec Matata comme Premier ministre. Si cette entreprise-là prospère, on dira non, c'est un bel exemple. C'est ça la lecture politique. Et on ne peut pas aller au-delà. C'est ça la réalité. Je vais revenir à vous. Vous avez épinglé deux cas. Le premier, celui de l'OGFREM. Le deuxième, celui de Congo Airways. Je n'ai pas compris, cher confrère José Voto. On nous a présenté des embrayeurs ici, non, n'est-ce pas? Oui. Des embrayeurs, on dit Kenya Airways, coopération. Mais il y a également le chef qui nous avait annoncé l'achat de près de 4 aéronefs avec une firme brésilienne, je crois. Toujours embrayeur. Embrayeur. Mais... ça ne vient pas, mais nous apprenons maintenant que le gouvernement veut plutôt penser à l'option de Ethiopian Airways. Je ne sais pas si vous avez suivi la réponse du ministre des Transports et Voies des Communications, mais j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'avec Congo Airways, c'est la chute libre qui s'annonce, le mal est profond et on attend que son enterrement. Mais c'est vrai, mais ce que mon confrère vient de dire, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire des compagnies d'aviation de l'État au Congo, ça a commencé depuis Air Zaïre, qui était une grande compagnie. Et vous avez vu, donc à chaque fois, à chaque génération, à chaque époque, on crée une compagnie qui vient mettre à genoux la compagnie de l'État. À l'époque, il y avait Air Zaïre, et lorsque Airlift apparaît, c'était avec tous les avantages techniques de Air Zaïre. Et aujourd'hui, Air Zaïre... Par contre, Congo Airways n'a pas bénéficié des avantages des lignes aériennes. Non, il y a eu l'AC. Oui. Il y a eu l'AC qu'on pouvait entretenir. Parce que depuis Air Zaïre a des techniciens qui ont été formés. Air Zaïre a du patrimoine. Mais on laisse de côté Air Zaïre, on crée l'AC. Et l'AC, et quand on crée l'AC, vous savez, Ewabora, qui était une compagnie prospère, a fait les frais par rapport à Ewabora. Oui. Et comme il a dit, après, on dit non, là, au fait, le problème, c'est quoi? C'est pouvoir, justement, comme il a dit, caser les gens. Donc, le problème, il est cyclique, hein? Il est cyclique. Après, on crée Congo Airways, au lieu d'entretenir l'AC, Matata Adjé, il crée sa compagnie, parce que les autres, là, je ne maîtrise pas, je peux pas placer. Il y a un passif lourd que je ne peux pas assumer. Voilà. Mais aussi, je dois placer mes lieutenants, mes gestionnaires. Et puis, il y a l'autre compagnie privée qui a fait le frais de Congo Airways. Aujourd'hui, ceux qui sont là veulent créer une autre compagnie. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à... que ce soit par rapport au... Mais c'est quand même cynique, hein? Excusez-moi de vous interrompre. C'est quand même cynique de penser qu'il faut tuer Congo Airways parce que nous allons créer notre Air Congo. Mais pendant ce temps, ce sont des Congolais pour qui vous êtes censé travailler qui en souffrent. Moi, j'ai des membres de famille qui sont bloqués à Kisangani, qui sont bloqués à Guadeloupe, bloqués à Guémena. Mais parce que vous voulez arriver à un objectif, celui
de mettre KO Congo Airways et ça ne vous regarde pas. Non seulement ça, mais il y a des agents qui étaient dans Exaï, qui étaient dans LAC, qui étaient dans Congo Airways, qui sont toujours là, qui sont impayés. Ils sont là, ils ne connaissent pas leur avenir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'État congolais ne respecte pas ses engagements. L'État congolais signe des accords avec le Brésil pour acheter 4 avions. Ils sont incapables d'être payés même pour un seul avion pendant autant de temps. Ils signent des accords avec Kenya Airways. Et au bout de l'exercice, Kenya Airways se rend compte que mais non, mais ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ils se retirent. Et maintenant, vous voulez aller vers Éthiopia. Mais il faut être sérieux. Il faut respecter ses engagements. L'État crée Congo Airways après les engagements avec d'autres entreprises. Mais vous ne voulez pas respecter ces engagements-là. Mais qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? C'est ça le problème. Donc, comme on dit, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, mais on ne va pas s'en sortir. Mais est-ce que les assurances du ministre hier à l'Assemblée nationale vous ont convaincu? Il a dit qu'il y a 7 aéronefs avec Ethiopian qui vont bientôt venir. Il y a un autre avion qui était parti au Maroc, je crois, si ma mémoire est bonne. Même ça, ils n'ont pas payé les factures. Voilà. Serge, ça vous avez raison. Serge, pour être franc et direct, oui. Je disais, en fait, le ministre des Transports nous a tous roulés dans la farine. Oh, comment ça? Parce que tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien de ce qui est vrai dedans dans ce discours-là. C'est-à-dire, rien n'est justifié aujourd'hui. Parce que hier, il s'était époumoné à convaincre l'Assemblée nationale qu'il fallait bien créer Air Congo, sans nous convaincre sur les stratégies de réanimation de Congo Airways. Je rappelle toujours que Congo Airways, ce n'est pas une compagnie privée. Ce n'est pas parce que les entreprises privées ont souscrit au capital qu'on en fait une entreprise privée. Non. C'est une entreprise de l'État. Et je crois, mon frère l'a rappelé tout à l'heure, dans ces pays, c'est ce que j'ai dit, on n'interroge pas généralement l'histoire. Les partenariats dans le secteur de l'aviation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez quand LAC était en difficulté, LAC a signé un partenariat avec Air Zimbabwe. Ouais. Moi, je me rappelle avoir voyagé avec des Boeing 737 flanqué Air Zimbabwe, mais battant pavillon LAC. Oui. Mais Air Zimbabwe a fini par partir. C'était une expérience ratée. La deuxième expérience, c'est ce qu'on vient de vivre tout à l'heure avec les 2 embrayeurs de Kenya Airways. On nous dit non, voilà, c'est parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. J'ai suivi dernièrement les... C'est les premiers ministres qui sont allés même... Voilà. Tous les gouvernements pour accueillir. Ça, c'est une escroquerie. Les 2 vieux avions là, des embrayeurs là. C'était même pas des avions neufs, c'était 2 vieux avions que Kenya Airways nous a fait louer. Mais tous les gouvernements étaient là sur le tarmac. Donc je disais, c'est vrai que j'ai suivi dernièrement le DG de Congo Airways qui disait non, voilà, pour justifier justement les retraits de ces 2 embrayeurs là. Il dit non, voilà, c'était des charges d'exploitation. On ne savait pas trop si... D'abord, Kenya Airways, vous savez que Kenya Airways, les équipages qui voyageaient à bord de ces embrayeurs, c'était des équipages kenyans. Oui. Pilotes et hôtesses. Ils parlaient anglais, là. Voilà, pilotes et hôtesses des Kenyans, il fallait les loger, il fallait faire ceci. Et pour Congo Airways, il estime que non, ça commençait à peser un peu trop sur leur trésorerie. C'est si bien qu'arrivé à 6 mois du contrat qui les liait, ils étaient obligés de rompre. Ça c'est côté jardin. Mais côté court, on sait qu'on a été incapable d'honorer nos engagements. Ah oui. Comme toujours, comme on l'a fait avec Air Zimbabwe. On a été incapable d'honorer avec Kenya Airways. Maintenant, Chéribin Okende nous amène, je ne sais pas, un autre remède. Nous, non, maintenant, on va conclure avec Ethiopian. C'est vrai que ce qu'ils veulent faire avec Air Congo, c'est dans les modèles d'Askai. Parce que Askai, c'est en fait une branche d'Ethiopian. Oui. Mais là, au moins, il y a quand même... C'est pourquoi je disais, je l'ai dit tout au début de l'émission, c'est-à-dire, dans un pays, quand même, il y a des normes. Chez nous, on doit... C'est pas une honte de le dire. Nous, on n'est pas un pays normal. Merci Faustin, c'est des termes trop forts. Et je vois très mal, après les expériences ratées de Air Zimbabwe et de Kenya Airways, comment Ethiopian peut s'engager dans un partenariat durable dans la création de Air Congo. Et le mieux à faire aujourd'hui, c'est de relancer Congo Airways. Malheureusement, relancer Congo Airways, aujourd'hui, Congo Airways ploie sous le poids d'un passif qui est très lourd. Aujourd'hui, l'entreprise a des dettes évaluées à près de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, là, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça a servi à quoi? Comment l'entreprise en est arrivée à ce niveau-là? C'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, même au niveau de Congo Airways, il faut qu'il y ait un audit sérieux. Comment une compagnie qui est partie de 4 avions doit se retrouver aujourd'hui avec un seul avion qui vole difficilement? Et même il y a des indiscrétions qui disent que non, même l'avion qui est en Tchèque là au niveau de Maroc, oui, cet avion-là ne sait pas, il n'est pas dans les conditions de voler aujourd'hui. Parce que cet avion est en pleine cannibalisation.
pour que l'avion qui est resté ici à Kinshasa puisse voler. On a dit rapatrier certaines pièces de l'avion qui est au Maroc. Ça, c'est ce qui s'est dit. C'est pas possible. Et c'est pourquoi la facture au niveau des Tchèques est passée presque des 1 à 2. Du simple au double. Moi, je pose pas de questions. Les 7 avions ou les 4 avions qui viendraient, je ne sais pas si c'est 4 ou 7, qui viendraient d'Éthiopie. Pourquoi ces avions ne peuvent pas aller à Air Congo Airways? Pourquoi créer une nouvelle compagnie? C'est quoi l'argument? Parce qu'on voudrait que, en fait, la réponse est très simple, Voto. Parce que, tu vois, le pouvoir actuel, personne ne se retrouve dans les capitales sociales de Air Congo Airways. Si on crée Air Congo, on a la possibilité de jongler avec les capitales. Tel réactionnaire. Ok. Comme ça, tel peut avoir quelques pourcentages dans les capitales, tel autre. Comme ça, on se partage l'actionnariat. Mais ça, on peut miroiter ça aux dirigeants et ils sont prêts à mordre à la maison. Mais c'est ça qui se passe. Mais c'est ça, justement. Quand on te promène, voilà. C'est qu'on ne dit pas après Congo Airways, c'est la Rwandais. C'est la Rwanda qui va prendre le vol domestique en RDC. Pendant que vous dites que ce sont des installés à Goma. Mais déjà à Goma, tu es en retard. Déjà à Goma, c'est Rwandais qui assure la fluidité du trafic là-bas. À Lubumbashi aussi, ça fait Lubumbashi. Même à Lubumbashi. Après Rwandais, il y a aussi le Air Tanzania. Bientôt, ça sera Ouganda. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller à Bunia, si tu veux aller vers le province de Bajouélé, autant prendre Ouganda, tu as enterré en TB. Et puis tu prends la route, c'est plus facile. Très bien. C'est que de plus en plus, on est en train de perdre du terrain. Alors, et ce qui est encore grave, Serge, il faut qu'on se le dise. Nous venons d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est vrai qu'on a applaudi que non, voilà, c'est la diplomatie agissante du chef de l'État. Il y a 2 semaines, hein, j'ai vu ça. C'est la diplomatie agissante, mais on ne s'interroge pas sur les retombées économiques de cette affaire-là. Ces gens-là de l'Est, là-bas, le Rwanda, Ouganda, et ainsi de suite, ils sont déjà très avancés. Pour eux, ils se félicitent même qu'ils disent, non, voilà, maintenant, ils auront accès à un marché de 90 millions d'habitants, 90 millions de consommateurs. Oui. Mais nous, en contrepartie, qu'est-ce qu'on va offrir de l'autre côté, là? C'est ça la grande interrogation. Très bien. Votre question de maire. Alors, c'est des réformes qui arrivent, Josué Adolphe Voto. On va vraiment rester dans notre secteur de l'économie. Pour terminer l'émission, Congo Airways, les vrais problèmes n'est peut-être pas au niveau du Congo Airways. Moi, je crois même que c'est la gouvernance économique. Il n'y a pas longtemps, on venait d'inventer le ministre de l'économie, Justin Kalumba. Mais sur le marché, les prix des denrées ne prennent que de l'ascenseur. Et aujourd'hui, c'est l'or noir, les produits pétroliers. Le gouvernement tente de calmer la situation. J'ai comme l'impression, je ne dirais pas comme Patrick Mouyaya, mais plutôt comme mon maître Ekambo Jean-Chrétien Douassengé, qu'il faudrait plutôt changer les paradigmes en ce qui concerne la gouvernance économique. Il faut changer le paradigme. D'abord, je voudrais commencer par l'ancien ministre de l'économie qui a été évincé, qui a résisté, qui a mobilisé pour rester. Mais il semble qu'il fait quand même la résistance aujourd'hui. Il dit qu'il ne va pas démissionner. Il va en justice, je ne sais pas quel métier. Mais nous devons avoir le sens de l'honneur. Moi, je crois qu'on n'avait même pas besoin d'une interpellation au Parlement pour qu'il parle. Il a été courageux, il a entamé une réforme. Il a osé, avec l'aviation, il a cassé les prix, ça a donné un semblant de résultat, malgré que ça a été mal géré, il a bousculé les opérateurs économiques. Mais quand vous avez essayé une réforme et que ça n'a pas marché, vous tirez les conséquences, vous démissionnez. On n'allait pas aller jusqu'à les pousser pour qu'ils démissionnent. C'est pas sa réforme à lui, c'est une réforme du gouvernement, je pense. Non, mais c'est lui le ministre de l'économie. Oui, c'est lui qui pilote les secteurs. C'est lui le ministre de l'économie et il en a assumé. Et quand ça semblait marcher, il tirait les draps de son côté. Les draps de son côté, mais c'est le gouvernement. On dit qu'aujourd'hui, les gens peuvent voyager, on a cassé les prix de moitié et tout ça. Mais si ça ne marche pas, vous tirez les conséquences. Est-ce que c'était des réformes ou des décisions réfléchies? Parce que les conséquences sont tellement qu'aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous faites Kisangani pour aller donner cours. Mais vous risquez d'aller là-bas et abandonner les étudiants de l'IFASIC ici parce qu'il n'y a pas de trafic. Moi-même, j'ai fait le voyage au mois de décembre à Kisangani, un voyage de 4 jours, ça m'a pris 12 jours parce qu'il n'y avait plus de vols. C'est ça les conséquences. Donc, une réforme, chaque dirigeant, chaque ministre peut prendre des décisions, prendre des réformes. Si ça marche, ça tant bien, vous devenez un héros. Si ça ne marche pas, il faut démissionner. Maintenant, avec tous les problèmes qu'on a par rapport au carburant, je crois qu'on a été, comme on a dit tout à l'heure, on a été attentiste. Mais la crise, elle est là. La crise, elle est là. Je crois que Didier Boudimbo, au lieu d'avoir un discours pour donner un semblant d'espoir. C'est vrai, on en a besoin. Mais je crois qu'il faut voir qu'il ait le courage de dire la vérité au Congo. Que le gouvernement ait le courage de dire la vérité au Congo. Quand il dit, on a un stock de 3 mois. Mais 3 mois, c'est quoi? Et après 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Et si la crise, si le plan international n'est pas réglé,
dans 6 mois, dans une année, qu'est-ce que nous on devient? Moi, je crois qu'il faut dire la vérité aux Congolais, que les Congolais se préparent à gérer la crise. La vérité, alors, c'est quoi? C'est que le gouvernement est en difficulté de pouvoir payer les manques à gagner aux opérateurs économiques. Faustin l'a dit à l'entame de l'émission, les derniers trimestres 2021 et les premiers trimestres 2022, le gouvernement est en retard et les pétroliers montent les enchères. En réalité, il n'y a pas rupture de stock. Ça n'a rien à voir avec les problèmes techniques auxquels est buté, par exemple, la CEP, comme Boudimbo l'a dit. On a dit tout à l'heure que le prix est en train de grimper, le prix du baril est en train de grimper. Et donc, aujourd'hui, si les opérateurs économiques doivent acheter, ils achèteront à plus de $100. Oui. Et même s'il n'y a pas rupture de stock, nous serons obligés d'acheter plus cher le carburant. Ça, c'est la vérité. Ça, ce sont des chiffres. Et on ne peut pas négocier avec ça. Et ça, il faut déjà expliquer aux Congolais. Il faut préparer les gens. Préparer les gens que ça sera difficile demain. Ça, c'est de un. De deux, je crois que devant toute une crise peut devenir une opportunité. Il n'y a pas que le pétrole. Mais il y a tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, avec conséquences par rapport au transport et tout. Je crois que nous avons une économie qui est faible. Il faut expliquer aux Congolais que les temps sont difficiles. Comme il a dit, qu'on change de comportement, ça doit commencer par le haut. Qui consomme plus de carburant? Mais ce sont les cortèges qui sont sur le boulevard. Si vous prenez 60 ministres, plus autant de généraux, plus la présidence, chacun a un cortège de 5 voitures, vous voyez ce que ça donne. Mais qui réduit. Est-ce qu'un ministre qui passe dans la rue, est-ce qu'il est en danger? Pourquoi 5 véhicules? Pourquoi un général à Kinshasa ils ont de gros cylindrés, hein? 4x4, oui. Full option. Pourquoi un général à Kinshasa doit avoir 3 véhicules? Et ils font les pleins tous les jours. Ah oui. Et ils font les pleins tous les jours. Il faut commencer par là, qu'ils réduisent le train de vie, comme on dit, le train de vie de l'État, qu'ils réduisent leur cortège, et nous autres, il faut prendre des mesures qui vont vous accompagner, peut-être. À ce moment-là, les gens vont consommer moins, et il faut changer même notre consommation, même ce que nous mangeons. Il faut expliquer aux gens que les Congolais commencent à manger congolais. Pourquoi ne pas... Pourquoi nous devons cultiver nos enfants à dépendre du pain que nous ne produisons pas? Pourquoi les gens ne peuvent pas manger du riz de Bumba pour relancer la production de riz à Bumba? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous ne devons pas faire que nos enfants puissent s'habiller avec les textiles du Congo? Pourquoi nous devons tout importer? Ça, c'est une pédagogie et c'est une option à prendre. Et il ne faut pas que la crise qui s'annonce devienne un alibi pour le gouvernement. Parce que hier, c'était la Covid. Après la Covid, on vous a dit que c'était d'abord, c'était les FCC et Cash qui bloquaient. Oui. Voilà. Après les FCC Cash, on a trouvé l'autre alibi. On dit c'est la crise Covid. Voilà. Maintenant, les discours du gouvernement, c'est la crise entre l'Ukraine. C'est la guerre de l'Ukraine. C'est la guerre de l'Ukraine. Et on va aller aux élections, on va vous brandir ces 3 aspects-là pour dire on n'a pas été à la mesure de répondre si les fonds sociaux, parce qu'au début, Kabila nous avait bloqué. Après, c'est la Covid. Et pourtant, on nous a dit qu'avec la Covid, on a fait un bon non négligeable. En termes de recettes. En termes de recettes, oui. Bon, avant d'arriver à ça, je voudrais d'abord aborder le premier aspect de la question par rapport à ce qui se passe sur le marché. Oui. Vous savez, Serge, en économie, il y a un postulat qui est simple, c'est même le fondement même. C'est sur cette base que se fixent les prix sur le marché. C'est quoi le postulat? C'est la loi de l'offre et de la demande. Très bien. Et dans une économie, en fait, quand vous êtes sur un marché, il y a ceux qui détiennent l'offre et ceux qui détiennent la demande. Et entre les deux, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Quand la relation de confiance est rompue, c'est alors qu'on constate des déséquilibres sur le marché. Soit on ne sait pas contrôler les prix, soit en fait, le marché devient incontrôlable. Et apparemment, c'est la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous savez, il faut que dans la conception moderne des sciences économiques, on conçoit l'État comme un opérateur économique, au même titre qu'une entreprise, au même titre qu'un ménage qui n'a pour seule fonction que la consommation. Alors quand l'État, dans ces marchés-là, se comporte comme un opérateur économique au pouvoir exorbitant, au point de mater les autres, il crée des déséquilibres. Et les déséquilibres sur le marché se répercutent généralement sur le prix, parce qu'on ne sait plus les contrôler. Ce que vous avez dit, c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est le professeur Godin Pouy. C'est que vous avez, il me l'a dit il y a 1 mois. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Oui. C'est parce que c'est pourquoi j'ai dit, quand vous parlez de changer de paradigme, moi je ne vais pas prendre cette orientation-là. Les plus grands problèmes qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a une rupture de confiance entre partenaires dans le jeu économique. L'État veut devenir aussi affairiste. Et au départ, c'est parce que l'État, qui devait en principe se comporter au même titre que les autres partenaires dans les jeux qui se sont convenus de mettre ensemble, croit avoir des pouvoirs supérieurs au point de mater les autres.
On prend l'exemple de ce qui se passe par exemple, de ce qui s'est passé par exemple sur les poissons séchants. Sur les poissons séchants. Oui. Il y a des opérateurs économiques qui payent leurs taxes, ainsi de suite. L'État se réveille un jour, il dit non, non, moi je vais commencer à importer. Mais vous faussez les règles. Vous faussez les règles de la concurrence parce que quand l'État se décide d'importer, on suppose qu'en tant qu'État, il serait exonéré en termes d'impôts, voilà. Il serait exonéré en termes de beaucoup de taxes, ainsi de suite. Ah, oui. C'est que vous vous retrouvez sur un marché avec des partenaires qui, eux, supportent les charges sociales et tout ça, les charges fiscales, ainsi de suite, avec un autre partenaire, l'État, qui lui est exempté de tout. C'est qu'il va appliquer un prix qui va finalement asphyxier les autres. Et malheureusement, je n'ai pas compris, c'est que chez nous, on s'est dit, non, voilà, on va importer les chinchards juste pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on est au mois de mars. Où sont encore ces chinchards? On ne mange plus au mois de mars. Les chinchards qu'on trouve sur le marché, qui les importe? Non, on attend encore pour les décembre prochains. Ce sont les mêmes importateurs. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, dans une économie normale, il faut qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu et qu'on sache les respecter. Terminons avec cette dernière question. Parce que déjà, quand vous suivez de près ce que le ministre de l'économie, non, le ministre des Finances a dit hier, et son collègue des hydrocarbures, c'est que d'ici vendredi, après le conseil des ministres, il y aura indubitablement réajustement du prix à la pompe. Et il faut dire la vérité, comme vous l'a dit, il y a même la présidente tanzanienne qui a dit ça en Swahili pour dire aux membres du gouvernement de dire la vérité aux Tanzaniens et peut-être chez nous aussi que les jours à venir ne seront pas faciles et qu'on doit se serrer la ceinture. Malheureusement, ce sera sur les fonds sociaux, là où peut-être ça sera difficile pour le président Tshisekedi. En fait, le grand problème, c'est qu'il y avait un déficit de communication, si bien qu'aujourd'hui, on est en train de courir derrière le vent. Parce que le plus grand problème, c'est que depuis toujours, Serge, qu'on ne nous trompe pas, depuis toujours, le prix du carburant a été toujours subventionné. Oui. Depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Pourquoi aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que ça fait problème? C'est simplement parce que, c'est ce que j'ai rappelé avec le respect des règles du jeu. Il y a une rupture de confiance. C'est-à-dire, on sait que le prix, 40% du prix de litre de carburant qu'on paye à la station, 40% est supporté par l'État. C'est l'État qui prend en charge. Ça a été toujours ainsi, depuis toujours. Mais si le problème se pose aujourd'hui, c'est parce que l'État ne s'est pas payé. Ou pour dire vrai, l'État ne veut pas payer à temps. Et les pétroliers amènent les problèmes dans la rue. Et les pétroliers, tout ce qu'ils ont comme arme de dissuasion, c'est mobiliser la rue, on fait le rationnement. Comme ça, quand ça va créer des tensions, le gouvernement va se ressaisir. Parce que s'ils ont été payés au début de cette semaine, c'est parce qu'il y a eu une rupture le lundi et le dimanche. Voilà. Et s'ils ne sont pas passés par cette voie-là, ils seraient toujours en train de courir entre les ministères des Finances et des Budgets. Mais si l'État est en difficulté, l'État peut aussi parfois se dire, je prends en charge une partie et la population aussi peut prendre en charge. En fait, c'est pourquoi j'ai dit, Serge, on ne peut pas réinventer la roue aujourd'hui. La roue existe depuis toujours. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur ce que le fait Étienne Tshisekedi disait, la vérité des prix. La vérité des prix. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec notre faible pouvoir d'achat, on ne peut pas payer le prix du carburant au prix réel. Parce qu'aujourd'hui, si on doit fixer les litres d'essence, ne serait-ce que les litres d'essence, c'est entre 3 500 et 4 000. Personne ne saura le payer. Parce que ça aura des effets d'entraînement seront catastrophiques sur l'ensemble de l'économie. Parce qu'il ne faut pas ignorer que dans notre structure là, notre structure de prix, les coûts du transport agissent terriblement sur le prix des rivières. Parce qu'aujourd'hui, si vous importez, si vous achetez un sac de cossette de manioc, par exemple, dans les bandes d'Ondou ici, vous l'achetez à 10 000, mais si vous serez obligé de le vendre à 80 000. Parce qu'il y a le coût de transport. Parce qu'il y a le coût de transport qui a joué. Merci beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, si vous touchez le prix du carburant, il faut aussi prévoir tout ce qu'il y aura comme conséquence sur le prix des denrées alimentaires. Merci beaucoup, Faustin Goudé. Ça, c'est vrai, hein. Il y aura des effets d'entraînement. Les jours à venir seront sombres. Hein. Certainement. C'est pourquoi Serge, les prix subventionnés, il y en aura toujours. Mais il faut que l'État soit honnête et sincère. Très bien. Quand vous avez conclu un partenariat avec des opérateurs économiques, il faut savoir les respecter. Si les opérateurs économiques étaient payés depuis le mois de janvier, là, on ne se retrouvait pas dans cette situation. Merci beaucoup. Malheureusement, on va terminer sur cette note-là. Il semble que c'est un autre débat. Le problème, c'est que l'État ne refuse pas de payer. Mais il y a des préposés de l'État, malheureusement, qui estiment que avant de payer, je dois peut-être bénéficier de 20% de cette somme. Vous avez vu avec la malheureuse affaire de 15 millions, la rétrocommission avec Vital Kamerhe. C'est aussi ça.
Vous pensez que vous êtes tel ministre, vous devez liquider tel fonds pour les pétroliers, mais vous exigez encore de rétrocommissions, vous exigez encore des commissions. Et c'est ce qui a fait que ces paiements-là traînent parce que tous les intervenants de la chaîne de dépenses, là, chacun doit avoir quelque chose. Et même dans les manques à gagner qu'on paye au pétrole, il ne faut pas ignorer que toutes les structures là, qui siègent au niveau de la commission de négociation, là, ils bénéficient de quelque chose. Évidemment, en commençant par la présidence, la Banque centrale, les ministères des Finances, les ministères de l'économie, vous avez... En tout cas, la FEC aussi, il y a aussi la FEC. Ça a toujours fonctionné comme ça. Du temps de Camer, c'était dans la place parce que les uns et les autres ne se sont pas retrouvés. Voilà. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Merci beaucoup. En fait, tous les ministres qui sont passés au ministère de l'économie, la Serge, ils bouffaient dans cette affaire. Merci beaucoup. C'est parce que ça a mal tourné lorsque Camer est arrivé. Et on s'est dit non, cette affaire-là, on doit la mettre sur la place publique. Mais ils ont dit non, ça a été toujours ainsi. C'est notre argent, c'était avant que vous puissiez venir au pouvoir. Donnez-nous, vous allez récupérer après. Parce qu'à cette époque-là, avec Camer, ce sont les gens de FCC qui avaient négocié cette affaire-là. Quand le pouvoir a basculé et que l'argent a été décaissé, ils ont dit non, c'est pas vous qui avez négocié, c'est nous qui avons négocié. Même si on n'a plus le pouvoir, mais on a aussi droit à cette affaire. Merci Faustin. C'est du fait que tout traîne. Madame et messieurs, grand merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Karine et Héritier qui est derrière les caméras, aux invités pour ces analyses économiques. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro. C'est vrai qu'on va parler un peu politique. Merci à Faustin. Faustin, on se retrouve dans 2 semaines. Hein? Il n'y a pas de problème. Merci aussi à José Adolphe Voto. Vous, c'est dans 1 semaine. Allez, bonne évasion sur nos antennes et les programmes se poursuivent sur Alic et Canal Congo.